Alors bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à la première édition des rencontres autour de la voix. Mon équipe et moi-même, nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce tout nouveau lieu du musée de la Résistance et de la Déportation, que vous aurez d'ailleurs le plaisir, si vous voulez, de visiter librement aujourd'hui, avec son président, M. Gérard Glacial, ici présent. Dans cette belle salle de conférence, aujourd'hui, vous aurez le plaisir d'entendre 4 personnalités. Ce matin, Emmanuelle Prulière, masseur kinésithérapeute. Cet après-midi, à 15h30, Thierry Niogré, animateur de France Bleu Béarn Bigorre. À 17h30, Martine Masquelin, chanteuse lyrique. Et puis, afin que vous puissiez participer plus activement, je dirais, à ces rencontres, à 14h, Josette Baudouin animera un atelier ludique de sophrologie. Bien. Je me présente, je suis Claire Baudouin, chanteuse lyrique, et j'enseigne le chant à l'atelier lyrique, école privée à Pau, depuis septembre 2019. Alors ça fait depuis 2 ans que j'ai eu ce besoin de partager plus largement ce qu'implique, tout ce qu'implique le chant, à savoir les liens avec notre quotidien, avec nos expériences, avec notre sensibilité, notre spiritualité, notre raison aussi, et notre vécu. Et donc pour tout cela, j'ai voulu faire appel à des connaissances confirmées dans leur activité professionnelle pour justement approfondir ces liens qui unissent leur profession aux techniques vocales. Et j'emploie bien le terme de technique vocale au pluriel, car il existe divers chemins pour apprendre à chanter, pour apprendre à parler, pour apprendre à s'affirmer, comme vont nous le confirmer les rencontres d'aujourd'hui. Et donc, à la fin de la conférence, si vous le souhaitez, il peut y avoir un échange, ou pendant la conférence, on verra bien, un échange entre vous et l'invité d'aujourd'hui. Aussi, sans plus attendre, je vais tout de suite... Nous allons d'abord accueillir Emmanuelle qui va venir s'installer. Nous allons l'applaudir bien fort. Pour commencer, je vais brièvement présenter Emmanuelle Prulière pour ceux qui ne le connaissent pas. Je ne sais pas si je vous vois, si je tutoie. Je ne sais plus dans quelle position. Allez, d'accord. Oui, parce que comme vous avez pu le lire sur les chaises, là, les petits papiers, je connais Emmanuel, enfin, toutes les personnes qui sont invitées aux rencontres autour de la voix sont des connaissances. Et Emmanuel a un jour, comme je le dis, frappé aux portes de l'atelier lyrique pour des cours de chant. Donc je vous présente Emmanuelle. Tu es spécialiste en rééducation orthodonto-faciale et de la respiration. Alors j'imagine que tu nous expliqueras peut-être un peu plus concrètement ce que cela signifie ou pas, ça peut rester un mystère et c'est très bien comme ça. Tu es aussi titulaire d'un diplôme universitaire de coordinateur en éducation thérapeutique et de recherche paramédicale. Alors ce qui est intéressant, c'est ce terme de éducation. On s'attend un peu à une pédagogie à la thérapie. Et c'est en ce sens d'ailleurs que tu t'es beaucoup investi dans l'éducation respiratoire des enfants, notamment à travers un partenariat avec des collèges de la région paloise. Et tu as ainsi pu montrer le lien fort entre une bonne respiration et un bon équilibre mental. Tu prends des cours de chant, tu composes. J'ai la chance d'entendre ces musiques, on les travaille aussi ensemble. Un jour, il fera certainement quelques petits concerts, je l'espère bien. Et donc tu composes car la musique pour toi possède ces liens justement thérapeutiques, tant au niveau respiratoire, expressif et physique, et aussi ceux liés à notre mental. Tu es actuellement enseignant à l'école de kiné de Dax, où tu diriges des mémoires, continuant ainsi tes recherches sur la respiration et ses implications émotionnelles. Emmanuelle Prulière, dans ce vaste domaine que sont nos émotions, notre voix, notre respiration, notre cerveau, par quoi souhaiterais-tu commencer afin d'attirer notre attention sur ce merveilleux mais mystérieux mécanisme corporel?
Sacrée question. Waouh. Mon père, le jour de mon enterrement, tu fais la même. Nous l'avons beaucoup aimé. Très bien. Ça allume pas? Alors, je vais peut-être parler avec le micro, Oui, tu te histoire d'avoir un confort. Alors Pour moi et pour vous. attends, il faut que j'appuie ça. Bonsoir. Parfait. Super. Ok. Donc par quoi est-ce que j'aimerais commencer? D'abord par vous remercier d'être venu ce matin, un samedi matin, pour passer, j'espère, un bon moment ensemble autour d'un sujet, il est vrai, passionnant. Alors j'aimerais commencer par une chose que tu as un peu évoquée, c'est ce jour où je suis venu devant chez toi et où j'ai frappé à ta porte. Parce que c'est le point de départ de beaucoup de choses et d'une grande découverte sur la voix, ses mécanismes et sa capacité à transmettre des émotions. Au départ, quand je frappais à ta porte, l'idée c'était d'améliorer mon chant, d'avoir une voix plus belle et de progresser. Puis je me suis rendu compte assez vite que ça allait être beaucoup plus que ça. Et que c'était un véritable champ d'expérimentation qui s'ouvrait à moi, tant au niveau de ma voix, de ma posture, de mon corps, de mes émotions. Et donc c'est une formidable rencontre. Et les rencontres de la voix, c'est vrai que c'est très très bien que ça se fasse avec toi ce week-end, parce que c'est là que tout a commencé. Et je souhaite juste rajouter que c'est grâce à Emmanuel que j'ai eu cette idée des rencontres autour de la voix, un jour où nous avions cours ensemble. Et comme on partageait beaucoup d'expériences sur le corps, puisque quand même on fait presque le même métier, ce rapport au corps, eh bien m'est venue l'idée et je lui ai dit, écoute, il faut absolument que je fasse quelque chose là-dessus et tu seras le premier à ouvrir le bal puisque c'est toi qui m'as donné l'idée. Voilà. Et c'est fait. Alors c'est vrai que ces cours que je prenais avec toi, c'était aussi un lieu d'échange. Et chacun avec notre approche, on se complétait. Toi avec la technique vocale, et puis moi avec ma connaissance des mécanismes physiologiques de la voix. Et on arrivait à des échanges vraiment passionnants. Alors c'est un petit peu le résumé de ces échanges que je vais vous proposer ce matin, à travers un grand voyage qui, j'espère, vous intéressera. Et c'est vrai que la voix, c'est vraiment un élément capital dans la construction d'une personnalité. On peut dire que l'éveil de la voix est vraiment parallèle avec l'éveil de la conscience de soi. Et quelqu'un qui connaît sa voix, c'est quelqu'un qui se connaît. La voix a aussi un rôle immense dans les relations humaines, évidemment, c'est le socle de la communication. Et déjà, vous connaissez sans doute ces études. Dès la vie intra-utérine, le fœtus est capable, alors c'est apparemment vers 4-5 mois, de reconnaître la voix de sa maman. Donc déjà, il y a quelque chose qui se tisse à travers la voix dans la relation mère-enfant dès la vie intra-utérine. Et puis après, tout au long de la vie, évidemment, ça va nous accompagner. Et puis on a tous des souvenirs, des mots, des phrases qu'on a entendues et qui résonnent encore dans nos mémoires, des choses qui nous ont construites en fait. Notre mémoire est remplie de souvenirs, alors de souvenirs d'images, mais aussi de souvenirs de mots. Et on peut avoir dans l'idée que chacun de ces mots dont on se souvient, finalement, a contribué à nous façonner, à faire ce que nous sommes aujourd'hui. Alors je voudrais vous donner un exemple. J'ai assisté à une conférence, quand j'étais je sais plus, je devais être en 3e, sur l'orientation scolaire. Et on avait des intervenants de différentes professions, notamment un chercheur en mathématiques appliquées, qui était là, et qui nous racontait son expérience, et qui nous racontait qu'en 4e, élève de 4e, alors ça m'a parlé parce que moi-même j'étais assez nul en maths, un prof lui avait écrit sur son bulletin « Ne fera jamais rien en maths ». Et le gars était devenu
chercheur en mathématiques appliquées, avait publié des ouvrages. Et il le disait avec une fierté, on peut le comprendre. Et il nous expliquait que ça avait plutôt eu l'effet inverse sur lui, cette phrase plutôt dévalorisante. Il avait poussé, il avait motivé à passer toutes les étapes pour réussir en maths. Et cette phrase, donc, on peut l'imaginer, pour qu'il s'en souvienne encore à l'âge adulte, avait dû résonner longtemps dans sa mémoire et avait contribué justement à lui faire passer toutes les étapes pour réussir. Et si je vais encore un peu plus loin, elle résonne aussi dans ma mémoire, cette phrase, du coup, puisqu'elle a contribué aussi à me faire comprendre qu'il n'y a pas de vrais obstacles dans la vie, qu'il n'y a pas d'impossible, et qu'on peut tout surmonter. Donc voilà, une phrase peut-être anodine, là c'était une phrase écrite, a pu comme ça se transmettre de personne en personne et agir finalement contre l'effet d'ailleurs qu'elle voulait produire au départ. On a tous des phrases comme ça qui nous ont structurés. C'est intéressant d'ailleurs de se rendre compte en quoi ce qu'on a entendu, ce qu'on a vécu, a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Donc la voix, à travers les mots, les paroles, peut changer une vie. Et change des vies. Alors en bien ou en mal, hein, il y a aussi des paroles qui peuvent détruire, qui peuvent abîmer. On peut dire en cela qu'elle est plus qu'une onde vibratoire, qu'un mécanisme physique, car on verra tout à l'heure que la voix c'est avant tout, s'appuie avant tout sur un mécanisme physique, mais un mécanisme physique qui a une implication sur le biologique, puisque la voix, par transmission d'énergie, va provoquer une réponse nerveuse, va agir sur notre corps et va donc pouvoir nous pousser à l'action, à la réaction. C'est un phénomène en cela presque magique. Et vous avez tous vu peut-être des spectacles, par exemple, d'hypnose, des expériences de suggestion. Ça a l'air presque magique. Vous mettez une pièce dans la main de quelqu'un, vous l'orientez à penser que cette pièce est brûlante et il va lâcher la pièce, alors qu'elle n'est absolument pas brûlante. Donc on voit bien que la voix peut être poussée presque jusqu'au magique, en tout cas en apparence, puisqu'on peut quand même comprendre ces phénomènes. Alors oui, la voix régit les interactions humaines, c'est le socle de la relation et c'est aussi l'empreinte de ce que l'on est. Aussi sûrement qu'un visage, une voix montre qui on est. Quand on voit un visage, on reconnaît la personne, mais si la personne vous appelle au téléphone, avant même qu'elle vous ait dit qui elle est, vous êtes capable de dire « Ah tiens, c'est Gérard ». Oui, parce que c'est Gérard qui appelle. Et donc, la voix représente vraiment qui on est. Quand je dis l'empreinte, la chanteuse Björk compare la voix à une empreinte digitale en disant « Chaque voix est unique ». On verra pourquoi d'ailleurs, pourquoi chaque voix est unique. Voilà, donc c'est le signe de notre présence, c'est le signe de notre identité, et pourtant, paradoxe, la voix se construit par imitation. Moi, par exemple, j'ai 2 fils, et alors je viens de Bordeaux, et pourtant mes 2 fils ont l'accent béarnais. Parce que leur voix s'est construite, notamment dans le milieu scolaire, par imitation des copains, et c'est très marrant d'avoir des accents béarnais à la maison. Un autre exemple aussi, alors c'est un exemple plus perso, j'espère amusant. Quand j'avais 11-12 ans et je répondais au téléphone pour mon père qui était médecin. Et donc, parfois les gens me prenaient, j'avais 11-12 ans, j'avais pas encore mué, me prenaient pour lui. Parce que inconsciemment, je l'imitais, je reproduisais le son de sa voix. Et aujourd'hui, j'ai pas du tout la même voix que lui. Hein. Mais à ce moment-là, dans ma construction, je suis passé par l'étape de l'imitation. Et donc, on peut dire que trouver sa voix n'est pas quelque chose de facile, puisque savoir qui on est, savoir comment sort la voix, c'est toute une exploration finalement. Et on pourrait d'ailleurs comparer ce chemin-là, un peu, alors en plus long, mais un peu à la manière dont on apprend à marcher. Vous imaginez un enfant de quelques mois, enfin de 10 mois, 11 mois, qui cherche son point d'équilibre, qui cherche sa démarche, qui tâtonne.
Ben, c'est peut-être un peu le même mécanisme sur la voix aussi, ce tâtonnement, cette exploration et cette recherche du point d'équilibre. Tu es d'accord avec ça, Claire? Ah ben, énormément, puisque ça me touche beaucoup ce que tu dis, dans le sens où, en tant que chanteuse, quand on veut nous pousser à aller au plus haut, dans une carrière, voilà, eh bien, au départ, on ne sait pas comment chanter. On répond à des attentes. C'est surtout ça. Et au bout d'un moment, ça nous épuise. Et arrivé à un certain âge, on se dit, mais est-ce vraiment moi? Cette façon de chanter, est-ce vraiment moi? Cette couleur, est-ce que c'est vraiment moi? J'ai mal, je ne me sens pas bien, j'ai l'impression que ce n'est pas adapté. Et au lieu d'être toujours là pour répondre aux attentes des autres, eh bien arrive le moment où on veut se trouver soi. Et donc arrivent les instants de questionnement, de remise en question, qui ne sont pas forcément évidentes. Et c'est là où c'est tout ça qui met des années pour construire une voix et donc une personnalité et se trouver, avoir sa place. Donc ça résonne beaucoup en moi. Oui, c'est très beau ce que tu dis. Effectivement, un long chemin, tu es d'accord? D'autant plus que la voix change tout le temps. Oui. C'est-à-dire que la voix de l'enfant n'est pas la voix de l'adulte, ni même de la personne plus âgée. Il y a sans arrêt des modifications dans notre voix, et puis il y a des épisodes de la vie qui vont atteindre notre voix, des maladies, des fatigues ou des traumatismes. Par exemple, je suis une personne qui a fait un burn-out. Alors en ce moment, il y en a beaucoup. Elle a été poussée à bout sur le lieu de son travail par du harcèlement, on va le dire comme ça. Et du jour où elle a craqué, elle s'est mise également à perdre sa voix. Il y a eu un voile qui s'est mis sur sa voix, une voix éraillée, petite, très fine, et qui n'était plus la voix qu'elle avait auparavant. Donc une voix modifiée par des émotions, par des traumatismes. Donc un changement constant qui peut rendre encore les choses plus difficiles, effectivement, pour savoir quelle est notre voix. D'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce que cette voix modifiée, est-ce que c'est vraiment ma voix? On peut se poser la question. Et on donnera des éléments de réponse tout à l'heure. Voilà. Alors, donc, si je fais ça, voilà, je ne l'avais pas changé, voilà. Donc l'identité vocale, on a vu. Alors ce qu'on va essayer d'explorer ce matin, donc en quoi la voix est-elle le miroir de l'âme? On va essayer de bien comprendre les mécanismes de la voix, j'espère que ce ne sera pas trop fastidieux, on va aller un peu dans l'anatomie. Et dans cette anatomie, dans cette physiologie, où se trouve ma particularité à moi? Qu'est-ce qui fait que c'est ma voix? Et puis le rôle incroyable des émotions sur la voix, qu'on a un peu évoqué là à l'instant. Alors les mécanismes. Ah, alors là c'est dommage parce que... C'est vraiment très dommage, parce que je voulais vous faire deviner que c'était l'organe principal, le cerveau, et j'ai ripé sur la touche, donc... Voilà, donc, est-ce que vous auriez su me le dire que... Voilà, parce que c'est pas si évident. Vous n'avez pas comment c'était posé. Voilà, c'est ça, mais je vous aurais piégé. Alors effectivement, le cerveau, c'est vraiment l'organe central, l'organe essentiel, principal de la voix. Alors c'est peut-être pas celui qu'on mettrait le plus en avant au début, mais à bien y réfléchir, c'est très logique. Puisque c'est ça qui va commander toute la mécanique. Le cerveau, c'est très compliqué, donc on va évidemment pas rentrer dans cette complexité. Il y a 90 milliards de neurones, des milliards de connexions, et il ne s'agit pas de faire de l'anatomie vraiment détaillée, mais je voudrais juste attirer votre attention sur deux parties qui régissent principalement la voix. Une partie donc motrice, le mouvement de la voix, la dynamique du mouvement, et une partie sur la compréhension. D'ailleurs, dans les maladies, dans ce qu'on appelle les aphasies, donc ces troubles de l'élocution, on peut avoir des aphasies motrices, où c'est les centres de l'articulation, les muscles de l'émission qui sont touchés, ou des aphasies plus de compréhension, où la personne peut tout à fait parler, mais ne va pas comprendre.
ou va avoir du mal à trouver ses mots pour s'exprimer. On a parmi nous une orthophoniste. Tu es d'accord là ou pas? Très bien résumé. Ça va. Alors donc, la partie motrice, c'est devant. On appelle ça l'air de Broca. Et donc pour faire une analogie avec la musique, ce serait le musicien. C'est l'exécution du mouvement, l'exécution de l'instrument qui va produire le son. Donc c'est ce qui va commander l'ouverture de la mâchoire, le placement de la langue, les muscles du visage, etc. Mais aussi la respiration. Vous voyez sur la partie bleue, donc c'est la partie orange devant, et derrière il y a une partie bleue, c'est le cortex moteur qui va lui commander les muscles de la respiration. Ah d'accord, oui, ok. C'est pour la voix. Oui, oui, pour pas... ça marche. Et donc ce bloc-là va commander le mouvement de la voix, le mouvement d'air, on verra les cordes vocales, etc. Et puis, derrière, vous avez donc cette aire de Wernicke qui sert, elle, à donner du sens. Donc devant, ce serait plus le musicien, et derrière, ce serait plus le compositeur. Donc c'est cette partie-là, là, ce serait plus le compositeur, ou un des compositeurs, puisque ça va travailler en parallèle avec le cortex frontal et les centres émotionnels. Et aussi les centres sensoriels. Parce qu'avant tout, avant toute émission de voix, il y a une captation sensorielle. Une voix va intervenir en réponse à un stimulus sensoriel, qui peut être soit interne, soit externe. Donc externe, par exemple, la vision. Par exemple, donc le cortex visuel, il est là. C'est relié au nerf optique. Donc les yeux envoient une information derrière, qui va projeter une image. Je vois une silhouette. C'est mon ami Richard. Et donc ici, c'est décrypté. La silhouette est décryptée. Je vois que c'est Richard. Ça envoie un influx ici, où il y a une association déjà de mots qui se fait. Voilà Richard, qui va être relié à des centres émotionnels, par exemple le système limbique pour la joie. Je suis content de voir Richard. D'accord? Et donc ma voix va être donc, fabriquée par l'air de Broca, et je vais lui sortir un chaleureux « Bonjour Richard ». Oui? Désolée, mais je ne sais pas lequel est devant. Ah, pardon. Là, c'est devant, c'est l'air motrice, et derrière, c'est l'air plus sens compréhension. Oui. Ah, d'accord. Et si je peux me permettre, d'où le travail chez le chanteur, lorsqu'il rentre sur scène, c'est pour ça que l'on essaye un peu de pousser les jeunes chanteurs à aller le plus vite possible sur scène, pour travailler ce lien, c'est très intéressant, de joie d'aller au public et de chanter pour le public dans la joie et non pas dans l'angoisse et la peur qui va faire des blocages physiques et donc vocaux. Tout à fait. Et d'ailleurs, il n'y a malheureusement pas que la joie qui peut jouer sur la voix. Si je reprends l'exemple de ma vision, cette fois-ci ce n'est pas Richard que je vois, mais c'est mon patron qui m'a harcelé et qui m'a poussé au burn-out. Je le croise dans la rue, donc j'ai la silhouette qui s'affiche. Ah, c'est mon patron. Donc là, ça ne va pas du tout aller au système limbique, ça va aller plutôt à l'amygdale cérébrale, donc qui est un système de menace. Il va y avoir un petit peu de bruit, je pense. Ah. Oh non, c'est pas grave. Ah oui, c'est pas grave. Voilà une autre façon de s'exprimer. Exprimez-vous. Et donc l'amygdale cérébrale, donc c'est le centre qui commande la sensation de menace, de danger, donc qui va être activé et qui va plutôt avoir des influx inhibiteurs ou déclenchant aussi peut-être de l'agressivité en réponse, donc de la colère. Et donc là, cette fois-ci, ce ne sera pas un chaleureux « Bonjour Richard » qui va apparaître ici, mais ce sera soit rien du tout parce que je serai totalement inhibé, soit un bonjour très bas, très sec, voire saccadé au niveau de la respiration. Donc en tout cas, on voit bien déjà au niveau du cerveau que suivant le circuit qui va être choisi par l'influx nerveux, en réponse à une entrée sensorielle, eh bien, la réponse ne sera pas du tout la même, mon ton de voix ne sera pas du tout le même. Alors, il n'y a pas de voix sans souffle.
le point de départ de l'émission, de la sortie de la voix, c'est le souffle. Et ce n'est pas simplement un mouvement d'air qui partirait d'un point A à un point B, puisqu'en fait, la mécanique respiratoire est extrêmement compliquée. Il y a beaucoup de paramètres qui jouent. On peut jouer sur le rythme de la respiration, sur le niveau d'air que je garde dans les poumons quand je m'exprime, et sur la profondeur de mon expiration. Donc je peux jouer sur plein de paramètres, et ça ne va pas du tout donner le même type de voix, et pas du tout le même type de communication derrière. Alors tiens, je voudrais juste faire un petit exercice avec vous là pour peut-être vous réchauffer en même temps. Et voilà, parce que... Donc, C'est à 20 degrés pour le moment. Non, c'est bon. ça va monter, on va faire monter la température petit à petit. Donc là, l'idée, c'est un peu de se tester sur la respiration. Je vais vous demander de respirer profondément. Allez, on va faire quelques respirations profondes. Je ne vous donne pas d'indication, vous respirez comme vous le sentez. Voilà. Tu dois avoir une jolie voix, toi, parce que rien que... On sent la puissance. Donc vous respirez profondément et vous essayez de vous concentrer sur qu'est-ce qui bouge dans mon corps. Quelle est la partie qui bouge lorsque j'inspire, lorsque je prends mon air. Est-ce que ce sont mes épaules qui bougent ou est-ce que je sens quelque chose au niveau de l'abdomen? Est-ce que je sens que mon ventre sort? Vous arrivez à percevoir le mouvement? Plutôt épaule ou plutôt ventre? Le ventre. Voilà, donc c'est intéressant de savoir où on en est parce que, alors, ça peut être les deux d'ailleurs, qui bougent, ça peut être le ventre et les épaules. Mais si c'est que les épaules, ça veut dire que vous êtes plutôt sur une respiration haute, avec un haut volume d'air résiduel dans les poumons, ça veut dire que vous ne videz pas complètement. Si c'est que le ventre, ça veut dire que vous ne montez pas complètement. C'est pas que c'est ni bien ni mal, hein, c'est juste votre respiration. Vous ne cherchez pas d'amplitude maximale. Tiens, d'ailleurs, juste petit aparté sur nos séances. Avec Claire, on avait des mécanismes de respiration un peu inverses. Enfin, on avait. Parce que Claire, en tant que chanteuse lyrique, a le réflexe, à chaque respiration, de prendre beaucoup d'air. Et même dans sa vie quotidienne, hein, en dehors du chant, elle a ce réflexe d'une grande recherche d'air, puisque c'est comme ça qu'elle a pris l'habitude de respirer. Et moi, c'était exactement l'inverse. Dans mon travail, je suis plutôt à rechercher, à apaiser, à rassurer, à relaxer. Et donc, je ne cherche pas beaucoup à prendre d'air. Puisque plus on prend d'air, finalement, plus on active le système nerveux. Et donc, j'avais beaucoup de mal, pour vous le dire, à faire ces grandes inspirations qui étaient pour moi contre nature. Donc c'est ni bien ni mal, et elle me l'a dit un jour avec beaucoup de justesse, le plus important, quel que soit le mécanisme, c'est pas qu'est-ce qu'on fait, c'est de savoir ce que l'on fait et de choisir ce que l'on fait. Parce que comme ça, on peut moduler et adapter en fonction des besoins. C'est le terme que je voulais employer. Adapter sa respiration en fonction des besoins. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se sentent pas forcément bien ou à l'aise, que ce soit en parlant comme en chantant. Ils pensent que c'est un problème vocal ou alors qu'ils ne peuvent pas et qu'ils ne pourront jamais. Or, à la base, en fait, c'est tout simplement que ces personnes-là souvent oublient de respirer parce que c'est tellement naturel. Mais la respiration, à partir du moment, enfin la voix, à partir du moment où elle va être exprimée, eh bien, a besoin d'un moteur. Et ce moteur, c'est la prise de conscience de l'élan. Et cet élan, c'est la respiration. Inspiration, expiration. J'ai une question, excusez-moi. Pourquoi associez-vous une respiration, disons, assez faible à calmer les gens? Ah oui, oui, alors oui. Je vois pas, parce qu'une respiration extrêmement, quand on fait de la méditation, etc., en général, on se calme, et au contraire, on va faire des respirations très amples. Donc, oui. Alors, on va y revenir tout à fait, c'est une excellente question, tout à l'heure, on va y revenir. En fait, l'oxygène est un excitant nerveux. C'est-à-dire qu'il agit sur notre système nerveux pour l'activer. Et donc, je me suis
suis sans doute mal exprimé, il ne faut pas faire une petite respiration si on veut apaiser, mais on va faire un exercice juste après, justement. Plutôt bien vider pour enlever l'oxygène et assez peu remplir. Et ça produit en fait de la détente. Mais dans d'autres registres, dans d'autres cas, on va chercher au contraire à avoir plus d'air. Donc par exemple en yoga, on a aussi une prof de yoga parmi nous, enfin pas que, mais entre autres. Il y a parfois des respirations apaisantes où on va chercher plus l'expiration profonde, et parfois des respirations plus activantes où on va chercher plus l'inspiration. D'ailleurs, en fait, ce qu'il se passe, c'est qu'au moment où on chante, par exemple, à un moment donné, sur scène, pendant le récital, il y a ce moment un peu béni où, eh bien, la respiration flotte, c'est-à-dire qu'on n'a plus ces prises d'air énormes, ni ces expirations énormes. Il arrive ce moment un peu magique, parce que c'est vraiment un moment magique, où, en effet, on inspire beaucoup moins, où tout est calme d'un coup, où ça me demande très peu d'efforts pour chanter. Et c'est ce moment un peu de grâce, de méditation absolue dans l'effort. Je pense que c'est vraiment, ça se relie au niveau cardiaque, et donc ça calme, tout est apaisé, on n'a plus conscience de rien, on est dans une bulle. Voilà. Et ça, c'est un moment qui dure. C'est un moment qui peut durer. En tout cas, le but, c'est de pouvoir le répéter, bien entendu. Et donc ça, c'est tout un travail que le chanteur va faire aussi pour calmer justement ses émotions. Et disons qu'encore une fois, comme disait Emmanuel, c'est de s'adapter. Si je dois donner davantage, eh bien à ce moment-là, je refais partir la mécanique. Mais si à ce moment-là, je n'ai pas besoin de donner plus qu'il ne faut, eh bien en effet, réussir à réapaiser à nouveau. C'est pour ça que tout est intéressant. Toutes ces respirations sont bonnes à pratiquer. Voilà. Mais quand même, pour vous le montrer de manière pratique, on va faire un petit exercice, si vous le voulez bien, parce que c'était prévu de toute façon. Alors juste avant ça, donc vite fait, parce que c'est de la mécanique, hein, on ouvre le capot, on voit un petit peu comment ça marche la respiration, on voit qu'il y a des muscles pour souffler. Donc les muscles pour souffler principalement, c'est les abdos et les intercostaux, les muscles entre les côtes, et des muscles pour inspirer. Donc bien sûr le diaphragme, hein, c'est deux coupoles qui s'insèrent sous les poumons, et donc des muscles thoraciques qui vont tirer la cage thoracique vers le haut, mais c'est beaucoup plus fatigant d'utiliser cette respiration haute puisqu'il y a un effort contre la pesanteur de mouvement de la cage thoracique. Donc l'idée, ça va être, pour avoir plus de gains au niveau efficacité respiratoire, d'utiliser au maximum les abdos pour souffler et de bien vider. Et ben, c'est ce que je vous propose de faire à travers un petit exercice pratique. Vous préférez rester assis ou vous mettre debout, c'est comme vous voulez. Allez, debout. Alors, pour se relâcher, on va commencer juste par relâcher un peu les bras, les épaules. Alors, ouais, on va essayer de provoquer du bâillement. On va essayer de provoquer du bâillement, donc du relâchement de pression d'air et de la détente avec un rythme cardiaque qui va s'abaisser. Comment va-t-on faire? Vous allez souffler un petit filet d'air par la bouche, léger, le plus longtemps possible. Arrivez tout en bas, vous allez laisser l'inspiration se faire toute seule. Ça revient comme une éponge qu'on presse et qu'on relâche. Juste une petite inspiration et on repart. Soufflez vite. Ça relâche. Ça va jusqu'au bout. Si possible, je reprends par le nez. Je souffle et je vide. Donc j'allonge mon expiration, je ralentis ma fréquence respiratoire et je me détends. Pour aller plus loin dans la détente, au bout de l'expiration, je vais maintenant faire une petite pause de 3 secondes donc pour baisser mon niveau d'oxygène. Donc je souffle, je bloque, 1, 2, 3 reprises, souffle, je bloque,
1, 2, 3 reprises. Dernière, je souffle. Je bloque. 1, 2, 3. Et je m'étire. Et normalement, il y a un bâillement qui doit arriver. Je laisse venir. Je relâche ma pression d'air. Je décontracte. Ça marche pas. Il y en a qui sont trop nerveux. Ah, ça demande du travail. Hein. Voilà, donc, alors, si vous voulez, vous pouvez vous asseoir. C'est juste une petite illustration que la respiration est en lien avec le système nerveux. Voilà, donc là, on est pour l'instant sur du souffle, on n'est pas sur de la voix. La voix arrive aux cordes vocales. Donc on continue le chemin. Alors les cordes vocales, donc là vous avez un schéma en haut, c'est par-dessus, hein, je regarde par-dessus, je suis au niveau du larynx. Vous voyez la différence entre le larynx et le pharynx. Le larynx c'est là où c'est dur, ici c'est les cartilages. C'est l'espace derrière les cartilages, là où c'est dur. Et le pharynx c'est au-dessus, c'est l'arrière-gorge, derrière la langue. Donc vous avez deux espaces de résonance, on verra ça tout à l'heure. Donc les cordes vocales en fait sont des muscles formés par des replis du larynx, reliés à ces cartilages. Et il y a une mécanique extrêmement complexe avec ces cartilages, je ne sais même pas si je vais dans les détails. Bon, on va voir. Enfin, si vous le voulez, j'y vais, mais sinon, j'y vais pas. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je respire normalement, quand je fais... Je suis sur cette position-là. Position ouverte. Et là, vous avez le schéma sans les muscles, juste avec l'os, enfin le cartilage. D'accord, en bas. Et on voit donc les cordes vocales, donc les replis ouverts, les ligaments là ouverts, et qui laissent donc filtrer cet air sans produire de son. Maintenant, là ce dessin-là est très bien parce qu'on voit bien les muscles. Quand je veux faire un son, je vais contracter donc ce muscle-là, qui va resserrer, non c'est celui-là, pardon, celui-là là, qui va resserrer le clapet, donc les os aryténoïdes, excellent mot pour le Scrabble, hein, les os aryténoïdes. Donc il va les resserrer, va provoquer un accolement, donc va les tendre, et là on visualise bien avec une guitare. Je trouve que c'est une très très bonne analogie la guitare. Ouais voilà, c'est ça. Parce que si je tends la corde de guitare, elle va se mettre à vibrer à une certaine fréquence. Et donc, suivant la taille de la corde, la fréquence va être différente. Sur la guitare, c'est pareil, hein. Si je remonte le long du manche, j'ai un son plus aigu. Plus la corde est longue, plus le son est aigu. Parce que plus la fréquence de la vibration est importante. Donc, ouvert, fermé, et chacun d'entre nous a sa propre anatomie. On va avoir des cordes plus ou moins épaisses, plus ou moins longues, plus ou moins courtes. Si ça vous intéresse, allez, tiens, un petit jeu. À quelle fréquence, selon vous, à combien de nombre de vibrations par seconde les cordes vibrent-elles dans la voix d'un enfant, par exemple? Combien de fois ça vibre? 40 Bon, c'est juste pour faire un petit jeu. Bah, souvent, ils ont 40 fois. Ils ont souvent des voix aiguës. Des voix aiguës. Donc ça doit énormément... Donc chez un enfant, c'est aigu. La corde va vibrer, les cordes vont vibrer 300 fois par seconde. Ah, oui. Voilà. 300 fois une seconde. Chez une femme, on va arriver à 210. Bon, Ça descend. ouais, déjà ça descend. Et chez un homme, pauvres hommes, 125 fois par seconde. Voilà, donc bien sûr c'est des moyennes. Hein. C'est normal parce qu'il y a plus d'harmoniques graves. Donc c'est comme la corde d'une contrebasse, le vers boum, boum, boum. Elle est beaucoup plus souple, donc il y a plus d'harmoniques graves. Tandis que un violon, par exemple, a une corde très très étirée, et donc ce sera tim, tim, beaucoup plus aigu. C'est là qu'on voit que la voix est un instrument de musique. Eh oui. Ça. Donc la vibration de l'air se transforme en son à ce moment-là. Ça devient un son. Et alors, j'ai une petite colle à vous poser, puisque donc les cordes ont une certaine longueur. Vous êtes d'accord? Alors elle peut changer bien sûr au cours de la vie, mais comment ça se fait que s'il y a une certaine longueur, on arrive à faire des sons plus ou moins graves ou aigus? On peut se poser la question.
puisqu'elle a une certaine longueur. Ah. Mais comment ça marche? Mais c'est là que c'est hyper compliqué. Bon, je vais quand même vous le montrer vite fait. Donc vous avez deux cartilages qui s'emboîtent, donc le cartilage du haut, le cartilage thyroïde, et le cartilage en dessous, le cartilage cricoïde. Donc le cricoïde, c'est un rond comme ça. Il est complet. Et le thyroïde, c'est comme un fer à cheval. Et donc en fait, le thyroïde peut faire une bascule. On emploie beaucoup ce terme en chant, la bascule. Vers l'arrière. Et il va tirer les cordes vocales, et donc il va les allonger. Il va les étirer, donc on va arriver à un son plus aigu. Et plus on monte dans les aigus, plus le larynx donc, est obligé de monter aussi, puisque la bascule se fait plus importante, et au bout d'un moment, il n'y a plus de son. Sauf que Claire, oui. D'où le travail pour le chanteur, et c'est là où ça met du temps, de combiner, enfin d'équilibrer ce mouvement, c'est-à-dire que lorsque l'on monte, ne pas faire en sorte que tout soit complètement étiré, parce que c'est là où on pousse la voix et qu'on n'a plus de voix, comme lorsque l'on crie, voilà. Mais au contraire de l'agrémenter d'harmoniques graves, et donc de jouer sur cette bascule, et à l'inverse, dans le grave, que ce ne soit pas complètement rabougri et que les cordes soient petites et gonflées, mais un peu étirées. Donc on joue, et là interviennent toutes les images, tout le jeu d'images, parce qu'on ne voit pas notre instrument, mais tout ça, c'est par visualisation et imagination. Voilà, donc c'est très clair, merci beaucoup. Donc là, on arrive au son. Maintenant, ce son, il va falloir en faire quelque chose. Un peu comme une guitare électrique, s'il n'y a pas d'amplificateur, le son reste très faible. Et donc, il va falloir trouver un amplificateur. Ça tombe bien, on en a. Ça s'appelle les résonateurs. Alors, qu'est-ce que c'est des résonateurs? Eh bien, ce sont des cavités naturelles, osseuses. Donc, cavités dans les sinus. Je vais donner une super image d'ailleurs sur les sinus juste après. La bouche, le pharynx, le larynx, et l'air va venir vibrer, prendre de la force, de la puissance, en vibrant dans ces résonateurs. Alors, il faut savoir que ces cavités sont elles-mêmes contrôlées par des muscles qui peuvent les ouvrir ou les fermer. Par exemple, les sinus, vous avez le voile du palais. Si le voile du palais est bas, serré, vous n'allez pas avoir de résonance au niveau des sinus. Donc c'est conditionné par un travail musculaire pour permettre à l'air de circuler jusque dans ces cavités. De la même manière, la bouche, la position de la langue, même le pharynx, la position des muscles, va délimiter une certaine résonance. Donc ça va modifier la qualité du son et le timbre. Donc une petite voix finalement, c'est pas forcément quelqu'un qui a une petite voix. C'est quelqu'un qui n'utilise pas complètement son organe vocal dans la plénitude de ce que la nature lui a donné. Une voix puissante, c'est une voix qui a un maximum de résonance, qui a des conduits ouverts et rigides sur lesquels l'air va venir pouvoir circuler et résonner. Quand je suis arrivé chez Claire, alors moi j'avais appris à chanter un peu en forçant, et donc j'avais une voix au départ forte, mais pas très belle, et que j'avais modulé en quelque chose de plus beau, mais de très ténu, de très faible. Alors ça m'allait, mais Claire m'a amené petit à petit, étape par étape, à accepter que ben non, je peux avoir plus de force dans ma voix, et c'est pas pour ça que ce sera forcé ou que ce sera moche. Ce sera par le biais des résonances. Voilà. Voilà, donc là, voilà pour les résonateurs. Donc elles orientent l'air et elles modifient votre timbre de voix. Et on peut ouvrir. C'est là qu'on voit que la voix, c'est un équilibre, puisqu'il y a de la force. Il faut que les muscles soient en travail pour ouvrir ces cavités, mais aussi du relâchement pour laisser circuler l'air. Donc un équilibre entre ce travail de mouvement et ce travail de stabilité. Voilà une image des résonateurs dans les sinus. On voit... Qu'on appelle aussi le masque. En chant, on parle beaucoup du masque, chanter dans le masque. Et chanter dans le masque, ça veut tout simplement dire, parce qu'on ne me l'a jamais expliqué, c'est chanter dans ces cavités, dans ces sinus, qui vont créer les résonances. On ne force plus, on est naturellement amplifié.
Alors la posture, c'est essentiel la position du corps. Hein. Quand on voit un chanteur, souvent il est droit et c'est pas juste de l'orgueil, hein. Enfin peut-être aussi, mais pas que. C'est aussi que dans cette position redressée, dans cette posture stable, il va avoir une meilleure transmission du son. Alors il y a d'abord un aspect respiratoire, et on le voit bien sur les images qui vous sont proposées, puisque j'ouvre finalement mon appareil respiratoire, je libère les muscles et le travail de la respiration. Et puis, il y a aussi une idée de stabilité. Quand je travaille ma ceinture abdominale, mon dos est tenu et j'ai un maintien qui me permet d'éviter une oscillation, un mouvement qui pourrait venir parasiter l'oscillation du son, qui est aussi une vibration. Donc cette stabilité est importante, mais Claire insiste souvent sur la nécessité d'un mouvement et d'un lâcher-prise pour laisser circuler la voix. La voix est un mouvement. Donc il faut aussi trouver un point d'équilibre, un compromis entre mouvement et stabilité au niveau de la posture. Donc on n'est pas tout rigide, mais on n'est pas non plus tout mou. D'ailleurs, tu as bien choisi les images parce qu'on les voit parfaitement droites et en même temps, si on remarque les bras et les mains comme des danseuses, c'est-à-dire avec une souplesse admirable, donc ça prouve que leur dos, leur nuque sont souples. Voilà. Donc la position du corps est essentielle pour la transmission du son, surtout dans la voix chantée, mais aussi dans la voix parlée. Regardez, juste une toute petite expérience. Si vous faites, vous avachissez comme ça, faites un et maintenant juste on se redresse. Ça n'a rien à voir. Voilà, mais justement le A nous amène à l'articulation. Ah oui, il faut des transitions. Donc l'articulation, c'est la fin du chemin de la voix. Hein. Donc on est passé d'un mouvement d'air à un son amplifié, un son stabilisé par la posture, et maintenant un son articulé. Alors le langage humain, l'alternance de consonnes et de voyelles, donc de sons ouverts et fermés. On pourrait parler avec que des voyelles, mais enfin des consonnes on ne pourrait pas trop. Mais le fait d'avoir des voyelles et des consonnes, ça donne vraiment toute sa richesse au langage, parce que ça donne une possibilité de son presque infinie. Et ces sons, cette variété de sons, va pouvoir faire des unités de langage, qu'on appelle les mots, qui vont nous permettre de communiquer les uns avec les autres. Si par exemple je prends l'exemple du mot craquer, on entend le craquement. Donc au départ on est sur un son, on est sur un bruit presque, ça fait et puis ça devient craquer. Donc on a bien dans notre langage, et puis il y a plein d'exemples comme ça, on a bien des mots qui sont là pour nous évoquer, pour nous dessiner presque du sens. Donc, là, oui. Si je peux me permettre, et donc je fais justement le parallèle avec la voix, l'instrument. Ce qui est beau entre les consonnes et les voyelles, c'est un peu comme les os et les chairs, c'est-à-dire qu'il y a les consonnes qui vont venir frapper, comme l'os, on va utiliser l'os pour que le son frappe, soit projeté, brillant. Et puis, il y a la voyelle qui vient adoucir tout ça, tout comme les chairs que l'on va aussi utiliser en chant pour venir contrebalancer la dureté un peu de l'os. Donc c'est cet équilibre en fait, à chaque fois on retrouve un équilibre. Une notion d'équilibre. Oui. Et donc aussi les voyelles s'appuient sur les consonnes. Par exemple, si vous faites un T, par exemple, une phrase très connue, je t'aime, par exemple. Je t'aime, c'est fort aussi grâce au T. Parce que le T propulse le E. T'aime. Oui, qui finit doucement avec le M. Et voilà. Donc il y a à la fois force et douceur. Ouais, c'est vrai. Il est beau ce mot-là. Oui, il est beau. Ouais. Donc voilà, donc une richesse incroyable du langage humain. Tout est donc programmé, construit, commandé par le cerveau, hein, j'y reviens, articulé avec cette commande de l'ouverture de la mâchoire, des muscles des lèvres, de la langue,
et des positions qui sont des fois très très subtiles. Entre deux positions de langue, on va avoir déjà un son qui va être différent, alors qu'elles sont très proches l'une de l'autre. Allez, on avance, donc fini donc, sur l'anatomie. On va passer maintenant à quelque chose de, j'espère, plus intéressant encore, la personnalité de la voix. Comment est-ce qu'on peut donc, comprendre la personnalité de la voix à travers ces mécanismes anatomiques. Je vous ai mis l'image d'un chanteur assez connu, qui n'est pas connu pour avoir ce qu'on appelle une grande voix. C'est pas un technicien de la voix, il n'a pas forcément fait du chant lyrique, mais on peut dire qu'il a une belle voix et surtout une voix capable de transmettre des émotions. Quand on entend du Goldman, on ne peut être que d'abord reconnaît que c'est Goldman, il a une signature, et puis on ne peut qu'être touché parce que il met bien sa voix au service de ses textes. Et donc, il arrive à transmettre donc, des émotions, et il a une véritable identité vocale et artistique. Alors, on va donc s'interroger où est-ce qu'arrive, comment se place cette personnalité dans la mécanique de la voix. D'abord, il y a la morphologie. La morphologie, donc, c'est l'architecture, c'est ce qu'on vient de voir. L'architecture de notre corps, qui nous prédispose à avoir un certain type de voix, la longueur des cordes vocales par exemple, qui nous prédispose à avoir une certaine facilité dans tel ou tel registre. Mais c'est une architecture en mouvement, et on l'a un petit peu suggéré, avec des mouvements musculaires qui peuvent orienter une voix dans des sons complètement différents et nous éloigner peut-être même de notre registre de base. Alors j'aimerais... Tu parlais d'imitation tout voilà. à l'heure dans l'enfance. Ouais. Et bien justement, Ouais. eh bien, on peut encore continuer, même adulte, à jouer avec cet instrument d'imitation. C'est ça, parce qu'en fait, on a plein de réglages possibles. On peut régler le souffle, la longueur des cordes vocales, les résonateurs, donc choisir dans quelle cavité je vais aller résonner, la posture, les articulations, même le faciès. Et tout ça va modifier notre voix. Donc on peut être sans arrêt dans l'imitation. Et d'ailleurs, heureusement, parce que ça nous permet de nous adapter à plein de registres. Parce que quand, par exemple, on va parler à notre neveu de 3 ans, ou de 2 ans, on ne va pas lui parler de la même manière qu'à notre patron. Vous imaginez, on arrive le matin, alors il a bien fait dodo, le petit patron. On n'est pas ni sur le même registre verbal, ni même sur les mêmes intonations, la même hauteur de son. Donc, on s'adapte sans arrêt en fait, et notre voix change. D'ailleurs, des fois c'est un peu déstabilisant, parce qu'on voit que suivant avec qui on est, si on est à l'aise ou pas, on n'a pas du tout la même voix, ça sort pas du tout pareil. C'est pas toujours facile d'être à l'aise avec notre propre voix, vu les variations qu'elle nous impose parfois. Alors évidemment, il y a des habitudes réflexes, mais il y a toujours cette recherche de stabilité, d'aisance, dont tu parlais tout à l'heure. Et ça, le chanteur le pratique beaucoup justement dans les séances de répétition. Pourquoi les répétitions sont longues? Ben, c'est parce qu'en fait, on cherche justement en fait, ce visage, le visage qui sera adapté, la technique qui sera adaptée sur ce morceau. Voilà. Donc en fait, on met des masques à chaque morceau que l'on chante. On met des masques. Est-ce que c'est un masque qui va sourire parce que j'ai besoin d'aller dans les pommettes? Est-ce que c'est un masque qui va être au contraire plus tragique parce que j'ai besoin de sons plus sombres? Et donc c'est censé être, encore une fois, cette adaptabilité. D'ailleurs, je me rappelle la première fois que je suis rentré chez toi, tu m'as fait une vocalise, et la première chose que tu m'as fait faire, c'est me mettre devant la glace. Sous-entendu, mais t'as vu ta tête quand tu chantes? C'était ça un peu. Oui, parce que c'était tout serré. Donc être capable de jouer avec son faciès, avec son masque, comme le font les imitateurs. Je vous ai mis la photo d'un très très bon imitateur, Laurent Gérard, parce que là, ce que je voulais vous faire deviner, c'est qui c'est qui l'imite là, juste en regardant son faciès. Johnny. Eh ben voilà, vous êtes trop fort. Ouais, c'est ça, c'est Et c'est incroyable, vous l'entendez pas là. C'est ça qui est fou. Vous n'entendez pas l'imiter, mais juste le faciès, vous savez que c'est Johnny. Ouais. C'est ça qui est incroyable. Ok. Ça m'a révisé avant de venir aussi. Donc comme quoi l'expression après sur scène, la scène c'est oui l'artiste mais c'est aussi tous les jours, hein, nous sommes sur scène tous les jours, eh bien quel visage nous souhaitons montrer aux autres, quel masque nous souhaitons porter aujourd'hui, voilà. Et si on veut avoir un bon retour,
bah, vaut mieux porter un joli masque. Waouh, c'est puissant. Hein. Alors, on reste dans toujours la personnalité, elle s'exprime aussi par le rythme. Le rythme, notre rythme, comme en musique, il y a plusieurs rythmes suivant les registres, hein. Il y a des rythmes plus ou moins gais, plus ou moins rapides, plus ou moins lents. Et bien notre rythme à nous, intrinsèque, est donné par notre respiration. On a une certaine fréquence respiratoire. Alors j'avais fait une étude, justement, t'en parlais tout à l'heure, sur les collèges, notamment à Artix, collège d'Artix, où j'avais mesuré la fréquence respiratoire de toute une classe. Donc chaque enfant, je leur faisais compter le nombre de respirations qu'ils faisaient par minute. Et on était, donc les plus bas, ils étaient, ils étaient vers les 15 cycles par minute, donc une respiration toutes les 4 secondes. Et les plus élevés, ils étaient au-dessus de 40 cycles par seconde, au repos. Donc ça fait un range très large. Et après, je m'étais amusé à leur... c'était sympa quand même à faire, à mesurer leur taux d'anxiété, avec des échelles donc validées scientifiquement, et on se rendait compte qu'effectivement, il y avait une correspondance entre la respiration, la fréquence respiratoire et l'anxiété. Ceux qui respirent très vite, qui sont en hyperventilation, sont des anxieux. Et ceux qui sont plus posés, avec une respiration plus lente, sont généralement des personnes plus confiantes en elles-mêmes. Donc il y a vraiment quelque chose de très important sur ce rythme respiratoire qui dit quelque chose de notre personnalité. Et ce rythme, il va être modulé donc par la rapidité avec laquelle je reprends ma respiration, mais aussi par la longueur de mon expiration et par les silences. Et les silences, c'est très très important en fait. J'en laisse un justement, pour voir que c'est important. Alors pourquoi c'est important un silence? Parce que physiologiquement, ça permet au cerveau de votre interlocuteur de capter ce que vous avez dit. Donc c'est un cadeau que vous faites quand vous faites un silence. Vous laissez le temps de capter, d'intégrer et de laisser la réponse émotionnelle se faire tranquillement. C'est dans le silence que se fait la réponse nerveuse émotionnelle à la stimulation sonore, visuelle ou n'importe quelle stimulation. Donc les silences sont capitaux. D'ailleurs, je voudrais vous dire 2 citations en musique sur les silences pour illustrer cela. Peut-être que vous les connaissez d'ailleurs, ces citations. La première, c'est de Miles Davis, le jazzman. La véritable musique est silence. Les notes ne font qu'encadrer le silence. Et Sacha Guitry, vous la connaissez aussi sans doute. Lorsqu'on vient d'entendre un morceau de Mozart, le silence qui suit, je vous laisse finir. C'est toujours du Mozart. Voilà. C'est toujours du Mozart. Le silence qui suit, c'est toujours du Mozart. Parce qu'en fait, il y a cette réponse du corps. Donc tout se joue dans les silences, en fait. Et le silence est donc dicté par le rythme, et notamment le rythme de la respiration. Donc là aussi, notre personnalité va pouvoir s'exprimer à travers ce rythme, cette respiration, cette ponctuation, qui finalement dit un peu notre vécu intérieur. Et justement, c'est très bien que tu parles des silences, parce que dans la vie comme sur scène, on a toujours peur des silences. C'est terrible. Et sur scène, on a même l'impression que la seconde que l'on laisse en silence, ça dure une éternité. Donc on se dit vite, il faut boucher le trou, parce que les gens vont s'ennuyer, parce qu'ils vont croire que j'ai un trou de mémoire, alors qu'en fait non, c'est place à l'émotion, comme vient de l'exprimer Emmanuel. Ça s'apprend de laisser place au silence. Du coup, du coup, les gens qui parlent constamment, parce qu'il y en a, c'est que c'est des gens qui ne laissent pas place à leurs émotions, alors. C'est ça? Ils n'arrêtent pas. Je pense que oui. D'accord. C'est une autre forme de résistance. C'est très bonne remarque, parce qu'on peut imaginer qu'une résistance principale à l'expression des émotions, c'est le mutisme. Et c'est peut-être la plus classique. Mais par exemple, cette semaine, j'ai eu un jeune, il ne pouvait pas l'arrêter.
il faisait ce qu'on appelle de la logorée. Mais je faisais remarque. Alors quand je disais à ses parents qu'il avait peut-être du mal à verbaliser, ils disaient non, il verbalise, enfin il n'arrête pas de parler. Mais je disais oui, mais à quel moment il parle de lui? Il parlait de tout et n'importe quoi, la Formule 1, je sais pas quoi, mais pas trop de ce qu'il touchait lui. Et dès qu'on venait sur ce qu'il touchait lui, alors là on déclenchait encore plus de... Il partait dans des choses, ça n'avait plus rien à voir avec... Donc l'idée, c'est vrai que ça peut être une résistance. Mais justement, ça nous amène aux émotions. Parce qu'on voit que c'est très important, les émotions par rapport à la voix. Ça joue directement sur notre voix, son débit, donc la rapidité respiratoire, le rythme et l'intonation. L'intonation, c'est un peu la mélodie de la voix parlée. Une intonation, ça permet d'insister sur un mot, un groupe de mots. Tout à l'heure, on disait « je t'aime ». C'est vrai qu'il y a eu une étude énorme sur avec « je t'aime ». C'est beau en science quand même d'aller dans des sujets comme ça. Ils ont mesuré avec un IRM la réponse cérébrale à des « je t'aime ». Donc, des « je t'aime » dits sur plusieurs tonalités. Donc je t'aime tendre, je t'aime en colère, je t'aime timide, etc. Et ils se sont rendus compte que le même mot, avec des tonalités, des intonations différentes, ne déclenchait pas du tout la même réponse cérébrale. C'est étonnant, hein? Moi, je me suis rendu compte, si je peux me permettre aussi, c'est avec les animaux. On peut leur parler gentiment avec une intonation douce. Oh, t'es mignon, je t'aime, t'es mon copain, on va se promener. Tout comme tu peux lui dire, t'es vraiment une grosse merde, mais je t'aime, tu vois, tu peux trouver des insultes, mais si on arrive à... Oui, c'est l'intonation qui... La bête, elle est aussi contente. Ouais. Comme quoi on peut dire des choses dures, mais avec une belle intonation. Tu ne réussiras jamais en maths. Mais c'est pas grave, tu n'iras jamais loin dans la vie. C'est là qu'on voit que c'est un langage en lui-même. L'intonation, donc cette capacité à transmettre des émotions dans la voix, c'est un langage en lui-même. Alors il y a aussi les expressions faciales. Ah oui, non, juste avant. Ce que je voulais dire, c'est qu'ils ont fait une étude sur la dépression, montrant que les intonations étaient complètement gommées. Chez les gens dépressifs, il n'y a plus d'intonation, c'est une voix monocorde. On perd l'intonation. Donc on perd la vie, en fait, la vie de la voix. Et ça, après, ben, justement, quand en cours de chant, eh bien, au départ, souvent les interprétations sont plates. Il n'y a pas de relief. Et donc c'est ça aussi qu'il faut apprendre. Ça s'apprend, le relief aussi. Apprendre à parler, apprendre à chanter, c'est mettre de la vie dans son discours. Mais ça s'apprend. Ça. D'abord, il faut être impliqué et vouloir transmettre. Ça demande d'avoir une confiance en soi et en l'autre. Voilà. Mais elle se développe. Mais elle se développe. Voilà. Donc notre morphologie nous donne une base, mais notre voix reste modulable. Et c'est vrai que le vécu émotionnel va beaucoup influer sur notre qualité de voix, notamment par l'adaptation dont on parlait à différents milieux. Alors faisons un petit focus sur les émotions, comment exprimer ces émotions. Voyons un peu leur utilité et les difficultés qu'on a à les exprimer, pourquoi et comment les lever. Alors à quoi servent les émotions déjà? Donc, les émotions, c'est des influx nerveux, on l'a dit tout à l'heure, déclenchés à la suite d'une entrée sensorielle, soit interne, soit externe. Donc interne, c'est les sensations intérieures, c'est les pensées. Externe, c'est la vue, l'audition, le toucher. Et donc une sensation interne ou externe va provoquer une adaptation du cerveau qui va rechercher donc à faire face à un besoin en produisant une réaction du corps. Si par exemple je vois un chien menaçant sur le trottoir, donc vision, émotion de peur, qui va envoyer un influx nerveux dans mes jambes pour peut-être changer de trottoir. Ou un influx nerveux dans ma voix, enfin au niveau de mes muscles pour articuler, qui va faire dire au maître, il est méchant. Voilà, non, oui. J'ai un beau souvenir par rapport à ça, au niveau de la peur. À l'Opéra de Bordeaux, notre maestro, pour nous faire sortir encore plus notre voix, nous avait fait peur lors d'un morceau en imitant
la marche nazie. Oui, mais c'est terrible, mais c'était beau. C'est tout le paradoxe, parce qu'au moment où il nous a fait peur, comme ça nous a créé une telle dynamique, enfin, une émotion si forte, que la voix a exprimé cette horreur qui est devenue beauté. Donc c'est ça qui est beau dans l'art, c'est qu'on peut sublimer toute chose. Voilà. Et donc comme quoi, quelque chose qui peut paraître haineux à la base, peut réveiller des forces en nous. Et ça crée les combats d'ailleurs, les plus beaux combats Ah oui, tous les plus beaux combats, les plus belles causes partent de là. Hein. Voilà. Il n'y a pas de personne qui change la vie, qui change notre destin commun sans une émotion forte au départ. Voilà. Donc c'est se rappeler pourquoi l'on parle, pourquoi l'on chante. Exactement. Et c'est ce qui a fait dire au neurophysiologiste américain Damasio, les émotions sont des actions. Il ne faut surtout pas les opposer à la pensée, à la raison. C'est ce qu'on a cessé de faire. Et ce neurologue a écrit un livre qui s'appelle L'erreur de Descartes, où il montre que cette opposition raison, passion, émotion n'a aucun sens, car notre raison ne cesse de s'appuyer sur l'émotion. Il n'y a pas de pensée sans émotion, sans cette réaction nerveuse face à une stimulation, une inférence sensorielle. Et on le disait tout à l'heure, les émotions sont un langage. On ne dit pas toujours ce qu'on dit. Alors, résumé sur un petit schéma, une perception, une entrée interne ou externe, va provoquer une réponse du système nerveux, qu'on va appeler émotion, et qui va en fait impliquer tout le corps et sûrement pas que la tête. Ça va se diffuser sous forme de tension nerveuse dans le corps, qui va provoquer donc éventuellement une émission vocale, qui elle-même va aboutir à notre capacité à verbaliser, donc à exprimer notre besoin, à poser des mots, et à trouver des solutions, des stratégies. Alors des stratégies pour soi, mais aussi des stratégies ensemble. Parce que si on communique ensemble, plusieurs personnes, plusieurs ressentis émotionnels peuvent converger dans des actions communes et peut-être des grandes causes. Et dans la technique vocale ce n'est pas qu'un mécanisme, c'est justement faire appel à toutes ces émotions, comme on le disait tout à l'heure, par le biais d'images. Et c'est pour ça qu'en chant, on travaille beaucoup par les images. Quand on vous dit essaye de voir un beau jardin derrière toi pour que ça ouvre l'arrière, etc., c'est faire appel justement à ces sens qui vont débloquer et ouvrir des paramètres insoupçonnés. Oui, la technique vocale joue énormément. Elle permet donc de prendre confiance dans la maîtrise de son instrument vocal et peut-être aussi d'accepter, en tout cas pour moi c'est comme ça que je l'ai vu, d'accepter ses émotions. Elles sont acceptées parce qu'on apprend à les canaliser du coup. Et elles servent à quelque chose, c'est pour ça qu'on les accepte. Voilà, parce que quand elles servent à rien, quand on a peur mais qu'on s'en sert pas de cette peur, bah la peur ne sert à rien. Or, quand on monte sur scène et qu'on a peur, nous, on en fait quelque chose de cette peur. Il y a un résultat. C'est ce qui fait qu'on se dit, ben, on y retourne sur scène, parce que ça a servi à quelque chose. Voilà. Alors, les résistances. Pourquoi on résiste à nos émotions? Pourquoi on les bloque? D'abord, il y a en premier des facteurs éducatifs. On a appris à bloquer nos émotions. Vous savez, cette posture qu'on a de croiser les bras, croiser les jambes, de serrer les dents, de mettre la langue dans les dents. On le dit hein, d'ailleurs, ravaler ses émotions. Tout ça, ce sont des blocages. On n'a pas choisi de les avoir, ces blocages. Hein. On nous les a mis dès l'enfance, dès la scolarité, parce que la vie en groupe, c'est pas facile. Et dès qu'on commence à s'exposer face à un groupe, à sortir du rang, à exprimer un peu trop ses besoins, on menace en fait l'équilibre du groupe. Et donc souvent après on est rejeté. Donc très très tôt on comprend bien que les émotions c'est un peu dangereux, qu'il vaut mieux les ravaler. Donc on apprend à les moduler et à les filtrer. Ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre que les émotions parfois
elles sont liées à des gros traumatismes et donc elles sont trop fortes. Donc on les bloque parce qu'elles nous font trop mal en fait, tout simplement. Elles sont difficiles à accepter. Et ça prend du temps parfois d'accepter une émotion liée à un gros traumatisme. Il vaut mieux bloquer cette réaction qui pourrait nous déstabiliser complètement. Et d'ailleurs, une autre peur, c'est celle de perdre le contrôle, parce qu'une émotion, ça bouscule, et ça peut nous faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, parce que justement, on sait que c'est dangereux. Et donc, la sensation de perdre le contrôle peut être très difficile à vivre, d'où le travail d'apprendre à en faire quelque chose de constructif pour les mettre à notre service et les utiliser comme une énergie, au final. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que bloquer une émotion, ça demande de l'énergie. Vous savez, les gens qui disent qu'ils sont fatigués. Des fois, on est fatigué parce qu'on met de l'énergie à bloquer une énergie. Paradoxal, hein? Alors que si on est plus dans le lâcher-prise, finalement, alors peut-être au départ, ça va faire un peu bizarre à l'entourage, hein, d'ailleurs. Ah oui, mais je savais pas que tu pouvais te mettre en colère comme ça. Donc au départ, ça demande une adaptation, mais c'est tellement libérateur, parce que la résistance à l'émotion, elle se traduit par une résistance physique. Et au niveau de la voix, ça va agir à tous les niveaux. Blocage respiratoire par rapport à l'émission d'air, la fermeture des résonateurs, l'effondrement de la posture, et la contraction des muscles du faciès, ou des muscles du langage comme la langue. Donc au final, les résistances modifient la voix et nous font perdre un petit peu de ce qui pourrait être notre voix. Alors on va parler, puisqu'on en a quand même bien évoqué, de la voix chantée. Quelles sont les particularités de la voix chantée par rapport à la voix parlée? Bon, elle est déjà naturellement plus élevée en termes d'intensité. 120 décibels, alors ça c'est les chanteurs lyriques. Hein. C'est beaucoup 120 décibels. Hein. C'est beaucoup. Donc on voit qu'on peut monter de 3 fois plus l'intensité par rapport à la voix parlée en voix chantée. On a une expiration plus longue et plus relâchée. La voix chantée est un lâcher-prise, puisque on a beaucoup moins d'appui sur l'inspiration, donc on est beaucoup plus sur quelque chose de tenu, et justement sur ce point d'équilibre entre mouvement et stabilité. Une mélodie plus riche, et une plus grande connexion à nos émotions, comme on l'a évoqué. La voix chantée, c'est bon? Oh bah oui, parce qu'il y aurait trop de choses à dire. Il y a trop de choses à dire. Mais ouais, cette idée de quelque chose qui... Enfin, moi en tout cas, pour moi, la voix chantée m'a permis d'explorer ma voix parlée. Le travail que j'ai fait avec toi, mieux comprendre les mécanismes, accepter cette exposition de la voix, cette connexion avec les émotions, c'est par le biais de ce laboratoire qu'a été la voix chantée. En même temps, c'est un peu comme, je fais le parallèle avec la danseuse classique, avec ses pointes. C'est-à-dire qu'à force de travailler un mécanisme, une partie du corps, on devient très sensible à la chose. Donc le chanteur va être sensible à ses émotions, va être sensible physiquement, mais en même temps, il devient très fort. La danseuse classique, sur ses pointes, quand on la voit sur scène, elle est très forte. Et donc c'est accepter de se confronter en cours de chant justement à ses émotions, à son vécu, ne pas se cacher, parce que sur le moment, ça met en lumière nos faiblesses, ça peut nous détruire sur le moment, mais après on sait que c'est pour encore mieux se reconstruire et être d'autant plus fort. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'encore une fois, on sait pourquoi on fait les choses. Ce n'est pas en vain. Et tu parlais tout à l'heure de s'exprimer, c'est-à-dire qu'on peut se mettre en colère dans sa famille, etc. Ce qui est beau quand on chante, c'est qu'une fois qu'on a chanté, on n'a même plus envie de se mettre en colère. Parce qu'on a tout donné dans le chant. On a tout donné dans quelque chose de beau. D'ailleurs, peut-être si on se mettait en colère en chantant. Ah oui, ben ça ferait une belle comédie musicale. Plus la vibration de la voix est forte, en fait, et c'est ce qui se passe dans la voix chantée.
plus ça permet aux émotions de se libérer. Exactement. Donc, On c'est se vrai libère. qu'après, ça a un effet cathartique. On se libère soi et les autres. C'est pour ça que le chant est... Alors, une petite citation qui va dans ce sens, on a presque fini. Oui, j'adore. Alors, c'est un copain de Claire. Oui, enfin, j'ai eu une fois au téléphone. Il a été Ouais, très bon. gentil. Il a été très gentil. Non, Un ami intime. toi, tu l'as rencontré. Ah, je l'ai rencontré 2 fois et je l'ai eu au téléphone. Et il a changé beaucoup de choses dans ma vie parce que quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit bah alors Claire, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je lui avais laissé un CD, mon premier CD, j'avais 20 ans. Et je lui ai dit rien, enfin qu'est-ce que vous avez pensé de ma voix? Il m'a dit Claire, qu'est-ce que ça peut te faire ce que j'ai pensé de ta voix? Moi je vais te dire quelque chose, un autre va te dire autre chose et encore un autre. Il m'a dit tu as confiance en toi? J'ai dit oui. Eh ben alors vas-y fonce. Tu vois moi, eh bien dans le milieu je suis un peu critiquée, mais je m'en fous parce que je remplis les salles. Et oui, et oui. Et ça m'a donné une force terrible. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je fais les rencontres autour de la voix. Pour l'instant, je ne remplis pas encore les salles. mais je crois en moi. Et c'est ce qui fait qu'on peut faire des projets et aller au bout de soi. Voilà, qu'importe le projet. Et donc, ce Roberto Alagna, un chanteur assez connu, donc dit on peut donner des conseils sur l'interprétation d'une chanson, mais pour l'émission vocale, il faut méditer, aller chercher l'instrument au fond de soi. Vous êtes un instrument. Vous avez été créé pour ça. Il vous faut trouver les clés de l'énigme. Et l'énigme, c'est le vrai terme employé. C'est un mystère total, la voix. Chaque jour, chaque heure, chaque minute. Et c'est vrai qu'il y a cette notion de mystère. On voit bien qu'il y a cette notion de tâtonnement dont on a un petit peu parlé, cette recherche du point d'équilibre, hein, qu'on ne va pas la trouver tout de suite, ça demande quelque chose d'assez intérieur, une recherche, d'où les images aussi peut-être. Et finalement, de nous amener, parce que vous avez été créé pour cela, c'est fort quand même de dire ça. La notion d'avoir été créé, alors ça appelle tout de suite à une transcendance et à la notion de sens. Notre voix nous permet d'apporter des choses les uns aux autres, d'apporter des choses à la vie, de nous donner une utilité, et aussi elle permet le partage, l'amitié, l'amour. Donc notre voix, elle est aussi ce qui donne du sens, si on peut dire, la voix est un son qui donne du sens, qui mène au sens. Alors en quoi elle est le miroir de l'âme? Ça nous amène à une conclusion. Différence à faire entre voix vraie et voix pleine. La voix pleine, ce serait la voix, après le passage chez Claire, où on a travaillé les résonateurs, on a travaillé la respiration, et on est au maximum de ses capacités. Alors, on n'y arrive pas, mais on est plus proche de ses capacités pleines, mais la voix est vraie du moment qu'elle est là. Ma patiente de tout à l'heure avec son burn-out et sa voix voilée, elle est dans une voix vraie. Parce que c'est une voix qui correspond à son vécu. Donc qui est le reflet de sa vie. Donc on ne peut pas dire que c'est pas sa voix. Et d'ailleurs, le célèbre phoniatre Abitbol racontait qu'il a eu des cas où il y avait des nodules sur les cordes vocales, donc qui faisaient une voix un peu éraillée. Il enlevait les nodules et les gens étaient complètement perdus, n'aimaient plus du tout leur voix. Alors qu'elle devenait normale, mais ça leur allait pas. Il parle même de schizophrénie de la voix. Parce que il faut être à un moment en phase avec ce qui sort. Et la voix, même si elle est abîmée, elle est aussi le reflet de ce moment, de cet instantané dans lequel on est, et qui peut aussi ne pas être parfait. C'est très intéressant, ça. Je n'aurais pas pensé à ça. C'est très intéressant. C'est un peu comme dans la chirurgie esthétique, en gros. Hein, oui. On change pour un visage qui est censé être mieux et les gens ne supportent pas ce nouveau visage. Exactement. Et en chant, souvent, vous me dites en cours, mais c'est pas ma voix, ça. C'est pas ma voix. Je me reconnais pas, j'en fais trop, c'est du théâtre. Et en fait, si, à chaque fois, je vous dis, mais si, c'est ta voix, mais dans d'autres résonances. Voilà, donc il faut l'accepter. Et donc l'idée, ça peut être justement de partir de ce point où la voix est peut-être pas parfaite, mais elle est la nôtre, et de la développer dans le cadre d'un développement plus global, en fait, plus général,
d'une prise de confiance, d'une découverte de soi, mise en lumière. Et d'accepter la voix que l'on a. Ça, c'est très anglo-saxon, justement. Les cours que j'avais pris là-bas, eh bien, on se base sur ce que tu es, sur le son que tu émets. On n'attend pas une autre voix. On n'est pas justement dans de l'imitation. En France, on est beaucoup comme ça. On attend de la performance et un résultat, alors qu'il faut se baser sur ce que l'on est naturellement et faire avec nos qualités et nos faiblesses et n'attendre rien d'autre qu'être soi. En matière d'art dramatique, je veux dire que c'est exactement la différence entre l'école française et l'école anglo-saxonne actuellement. Hein. Voilà. On le voit d'ailleurs dans les jeux des personnes, on voit c'est un anglo-saxon, on voit c'est un français, justement à cause de ce travail sur la voix. Entre autres, mais vous avez parlé effectivement, là on reconnaît Stanislavski, on reconnaît tous les travaux de l'acteur, à l'acteur, au personnage, etc. Ouais, le monde occidental, quoi. Donc oui, c'est le miroir de notre âme, même si elle n'est pas parfaite. Mais ça n'est pas pour ça qu'on ne peut pas la faire évoluer. Elle est en mouvement. Donc en résumé, la voix humaine, j'espère que je ne vous ai pas trop saturé sur l'anatomie, mais c'est très complexe. C'est aussi pour ça que je t'ai invité aujourd'hui, c'est parce que je connais toutes tes connaissances physiques et anatomiques, et ça me semblait très intéressant que tu puisses le partager. Donc c'est pas une voix de robot, parce que finalement on a une mécanique, mais elle est tellement modulable, elle est tellement reliée à un facteur facteur émotionnel, que c'est pas du tout une voix de robot, et puis c'est le reflet de notre vie de maintenant. Donc les émotions bien sûr jouent sur notre voix. Les libérer, c'est libérer notre voix et libérer notre corps. Donc c'est se sentir mieux avec soi-même, être plus à l'aise, trouver ce point d'aisance dont tu parlais. Et le chant et la technique vocale, évidemment, sont des formidables outils pour y parvenir. Et là, je vous parle d'expérience personnelle. Alors tu m'avais demandé de parler de la voix qui soigne. En quoi la voix peut apporter un soin. Toi, Marion, tu soignes la voix. Mais il y a aussi des voix qui peuvent apporter dans le soin. Alors déjà, cette notion d'énergie, puisque la voix est un mouvement qui se transmet donc à votre système nerveux et qui va transformer une énergie vibratoire en signal électrique nerveux, et donc va transmettre une énergie, une force. La meilleure illustration de ça, c'est d'ailleurs ce soir 46 000 personnes au Parc des Princes qui vont crier « Allez les Bleus !» et qui vont transmettre donc une énergie vocale à ces pauvres footballeurs qui ont besoin de ça, quoi. Ils ont besoin d'être encouragés. Et donc, je sais ce que c'est, parce que quand les dimanches je vais sur les terrains, je perds assez souvent ma voix aussi. Mais on voit que ça donne une énergie, hein. On sent que ça transmet une force, et donc dans le soin, il y a déjà cette transmission-là. Après, il y a aussi les échanges émotionnels qui sont un soin. Si par exemple, la personne a le besoin d'être sécurisée, d'être rassurée, si vous lui parlez avec une voix douce, une voix posée, assez lente, eh bien vous allez transmettre quelque chose qui va répondre à son besoin et qui va lui permettre de se sentir bien. Et donc ça soigne aussi, ces échanges émotionnels. Et puis il y a évidemment l'aspect de l'exploration des traumatismes, la verbalisation sur les traumatismes, qui est un élément essentiel de la guérison et qui passe évidemment par la voix. Donc la voix nous relie aux autres, mais aussi à nous-mêmes. Et je voudrais vous partager, parce que c'est bien de parler en tant que soignant, mais j'ai demandé à une de mes patientes amies de me dire ce qu'elle ressentait par rapport à cette parole qui soigne, comment elle le voyait. Et donc elle m'a donné ce témoignage. Elle s'appelle Charlène. « Les mots expriment tout haut ce que notre corps ressent tout bas. Nous ne réalisons pas à quel point un mot peut impacter une vie tout entière. Les mots peuvent blesser ou heurter, mais ils peuvent être aussi le déclencheur d'une guérison. Utilisons notre parole en ayant conscience que celle-ci peut soigner notre voisin, collègue, ami, patient. »
Et là, on arrive à quelque chose de constructif, de concret. Oui, pardon? Non, c'est la première phrase qui me... Je ne suis pas forcément d'accord, c'est souvent le corps qui ressent des choses que les mots n'arrivent pas à exprimer. Moi, j'aurais mis dans l'autre sens. C'est possible aussi. C'est possible. Les deux. C'est-à-dire que les deux sens sont possibles, en effet. Il y a aussi une chose dont je voulais parler, c'est la rencontre avec notre propre voix. Souvent, entre l'image qu'on se fait de soi-même et l'écoute de notre propre voix lorsque on écoute un enregistrement, il y a tout un monde. Et en fait, on peut passer des années de distance entre nous-mêmes et la résonance de notre propre voix. Et ça, c'est vraiment étonnant. Moi, je me souviens que, puis ça m'arrive encore quand je me revois, quand mon mari me filme et tout, je dis « Ah bon, c'est comme ça quand je parle, oh là là, dis donc, c'est pas du tout l'effet que je me fais, ou je m'attends pas du tout à cette résonance-là, ou à cet effet-là. » Et en fait, on est en perpétuelle rencontre avec soi-même. D'ailleurs, c'est tout à fait intéressant. Et l'artiste, quand il chante sur scène ou joue, a toujours du mal à se revoir après. Parce qu'on préfère rester sur l'image et les sensations que l'on a eues, qui nous ont semblé bonnes ou pas, mais aucune utilité de revoir. Que ce soit beau ou que ce soit pas bien. Voilà, aucune utilité. Donc je vous propose une toute petite conclusion. Au final, c'est peut-être quand notre voix apaise, sécurise et nous permet de faire du bien autour de nous, qu'elle devient le plus fidèle reflet de notre âme. Voilà, merci de votre attention. Il y a eu beaucoup d'échanges, et puis on a passé du temps. Alors mais c'est superbe, c'est superbe. J'espère que vous avez été très très heureux d'entendre Emmanuel Prullière aujourd'hui. Emmanuel, tu exerces, là on peut te retrouver, rue, c'est où t'es ton cabinet? Avenue Mirabel. Avenue Mirabel, mais enfin il manque pas de clients, ça va. Mais enfin vous savez qu'il est sur Pau. Et je crois que tu as une annonce à faire ou une de tes collègues sur un événement que vous créez aussi également, si vous voulez vous y rendre. Alors, bonjour à tous, donc avec Emmanuel Prullière, qui n'est plus là à présenter, Alizé Bonnard, qui naît du sport, et moi-même, qui suis professeure de yoga et qui fait de l'accompagnement par le corps, Fanny, du coup. On organise un atelier autour du lien corps-émotion au Hall de Pau. Ce sera le samedi 11 décembre de 9h à midi. Voilà, l'idée c'est d'explorer un petit peu le lien entre notre corps et nos émotions. C'est un peu cette idée que tout ce qui se passe dans notre vie, dans notre vécu, va se répercuter dans le corps. Et tout ce qu'on va pouvoir libérer dans le corps va libérer des choses dans la vie. Donc nous, on va explorer un petit peu tout ça avec différents outils. Les outils qu'on a développés chacun et puis expérimentés. Très complémentaires. Donc ce sera voilà, du yoga, de la respiration, des techniques de relaxation, voilà, et du mouvement, voilà, de l'exploration, pour pouvoir ensuite transmettre des outils à utiliser dans le quotidien, pour justement gérer un petit peu tout ce qui peut se passer dans le corps et la vie émotionnelle. J'ai rien à rajouter, juste utiliser le corps et le mouvement comme outil principal de la libération émotionnelle. Voilà, on va tourner autour de plein d'explorations, plein de domaines, mais toujours avec comme outil le corps en fait, outil principal. Est-ce que vous traitez les effets secondaires de votre libération? Ça peut être violent. Tout à fait, mais on saura l'aborder aussi lors de cet atelier, mais c'est vrai. Et où c'est qu'il aura lieu cet atelier? Au Hall de Pau. Comment? Au Hall de Pau. Ah d'accord. Voilà, je suis pas très loin. Si vous souhaitez rester informé, c'est pareil, n'hésitez pas à laisser donc vos coordonnées sur le petit papier que vous laissez à l'entrée. Toutes ces informations-là, on pourra vous les redonner. Je vous remercie. La journée continue pour ceux qui le souhaitent. À 14h, il y a l'atelier ludique de sophrologie pour mettre justement un peu en lien avec tout ce qui a été dit. Ça dure 1 heure. Et puis sinon, 15h30, Thierry Miogré. Et 17h30, Martine Masquelin. Bon appétit. Merci. À très bientôt. Merci encore Emmanuel. Et tu peux peut-être... Oui,